En 1981, un jeune metteur en scène américain, Jeremy Paul Kagan, lui-même fils de rabbin, réalisait avec L'élu l'un des films les plus justes jamais réalisés sur le monde orthodoxe juif américain. Adapté du roman éponyme de Chaim Potok, best-seller lors de sa publication aux États-Unis en 1967, L'élu confronte, à travers l'amitié entre deux étudiants à New York juste après la guerre, deux tendances du judaïsme, l'une issue du chassidisme, l'autre davantage tournée vers le monde profane et qui, selon les circonstances, se trouvent en conflit. Alors que L'élu ressort sur les écrans, pour en parler, Macha Fogel, journaliste au Monde des religions et acadème, spécialiste du monde chassidique américain, et Ophir Lévy, maître de conférences en études cinématographiques à Paris 8 et chroniqueur à acadème. I suppose Danny Saunders and I would have never met had it not been for America's entry into World War II. You are weird. I am? You talk like you're from outer space. Thanks for the compliment. My family, they've been rabbis for the past 6 generations. It's like a dynasty. And I'm next in line. Now my sister's Shane, though. Her marriage contract was arranged when she was just a child. She's going to marry the son of another Rebbe. You know what you need? Huh? I think you need a little healthy diversion. I think you gotta widen your horizons a little bit. I was glad when my father came home. It was a relief to get back to the world again. He was so possessed with the drive for a Jewish state that he threw himself into more work. We need supplies. We need action now. Daniel is my friend. He's your friend, he's my son, he's my most precious possession in the whole world. I mean, he takes my place afterwards. What are you gonna tell your father? Danny? Mesdames, Messieurs, Bonjour. 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 D'abord, il me semble que L'élu est l'un des tout premiers films américains qui soit exclusivement consacré au monde chassidique américain. C'est un univers auquel le cinéma américain, et donc principalement hollywoodien, s'est très peu confronté. On voit que c'est une plongée. Et ça, en effet, on ne l'avait peut-être pas connu dans le cinéma américain. Parce que dans le cinéma européen, si on regarde dès les années 10, années 20, on a tout un cinéma. Alors, il y a un cinéma yiddish, mais il y a aussi un cinéma national qui s'intéresse à des problèmes juifs. Aux États-Unis, on retrouve des thématiques qui sont celles aussi qu'on retrouve dans ce cinéma-là en Europe. La question du clivage entre tradition et modernité. L'évasion de Baruch, c'est un film 1923, un film allemand qui pose cette question-là. Mais aux États-Unis, 1927, le chanteur de jazz pose cette question-là. On est dans le milieu, on pourrait dire chassidique, avec le rabbin et son fils. Mais ce qui est frappant avec le chanteur de jazz, c'est que pour la première fois, effectivement, quand il prend la parole, le cinéma raconte une histoire juive et en même temps, on ferme le magasin juste derrière. Parce qu'il va falloir attendre quand même la fin des années 40 pour que des personnages juifs reviennent sur le devant de la scène dans le cinéma américain, donc sociologique. Or là, c'est presque la première fois véritablement qu'on a un film américain immergé dans le monde de l'étude. Ouais. Oui. J'allais dire, il y avait un autre cas, mais qui en effet n'est pas le même, mais qui a été important, c'est Un violon sur le toit, le film de Norman Jewison, mais on n'est pas aux États-Unis. Non. On est dans l'Empire russe, en Ukraine. Alors c'est un film américain, en anglais, et ça ouvre une sorte de brèche, de courant, dans lequel va s'inscrire le film de Kagan, c'est-à-dire s'interroger sur ce monde-là, sur ses racines, qui, comme ça a été précisé, sont les racines des grands producteurs de la Paramount, de la Warner, de la MGM, donc des grands studios hollywoodiens. Je pense qu'il y a aussi la spécificité du roman de Chaim Potok, L'élu. La spécificité, c'est que jusque-là, on a eu des écrivains qui mettaient en scène un changement générationnel. C'est-à-dire les pères étaient religieux européens et les fils s'ouvraient, partaient vers un autre monde, y compris physiquement, en changeant éventuellement de continent. Et même parmi les écrivains yiddish, et dans le théâtre yiddish,
pense qu'un très grand nombre de pièces qui ont été jouées aux États-Unis mettaient en scène l'opposition, et en Europe d'ailleurs, entre tradition et nouvelle génération, bon, avec vraiment les thématiques classiques du théâtre en général, c'est-à-dire avec les vieux barbons et les jeunes amoureux, vraiment très classique. Chaim Potok, ce qui est particulier, c'est qu'on nous montre un monde de chassidim qui a voulu se reconstruire aux États-Unis. Et ce monde-là est vraiment différent, parce que ce n'est pas les chassidim de leur shtetler d'Europe de l'Est, c'est un monde complètement reconstruit, avec de nouveaux codes, et donc quand on en sort, c'est pas seulement les fils qui quittent leur père, c'est aussi sortir d'un monde reconstruit. Donc c'est une thématique particulière, il me semble. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que Chaim Potok est quelqu'un qui est issu du monde de l'étude et qui ne l'a jamais quitté parce qu'il est rabbin lui-même. Donc il a en permanence le pied entre deux mondes par ses métiers de rabbin et de romancier. Étant romancier, il est mécaniquement, un tant soit peu, tourné vers le monde profane au sens où il a pour objectif de toucher un public le plus large possible. Oui. Et ça, c'est une démarche assez particulière. Oui, effectivement, et je trouve que le film, un très beau film, j'avais lu le roman, je n'avais pas vu le film, je l'ai trouvé absolument magnifique. Je trouve qu'il s'adresse aussi au très grand public. À quel mouvement du chassidisme se raccorde cette communauté? Alors on a des éléments, c'est-à-dire on sait des petites choses. On sait que Kagan s'est renseigné, a fait un travail, c'est évident qu'il allait faire ce travail-là un peu de recherche, de se plonger dans cet univers, et il s'est renseigné auprès de la communauté de Menachem Mendel Schneerson, donc justement auprès de la communauté Lubavitch. Tout à fait. Alors ça ne veut pas dire que absolument le film est un portrait de Schneerson ou des Lubavitch, mais ces modèles, ces référents, il est allé les trouver là. D'ailleurs, il raconte même que évidemment, ils peuvent pas aller voir le film parce que c'est pas dans la coutume d'aller au cinéma quand on est orthodoxe, mais qu'il a eu des échos selon lesquels les personnes qui ont vu le film, donc il y aurait au moins quelqu'un qui allait voir le film, l'auraient trouvé respectueux des codes, des coutumes qui n'avaient rien d'inconvenant, on pourrait dire. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que Rod Steiger, qui joue donc le Rav Sanders, est d'origine luthérienne, pas du tout juif, mais quand il était enfant, il était Shabbos Goy, c'est-à-dire c'était un juif qui rendait, un non-juif, un enfant non-juif qui rendait service à des juifs orthodoxes durant le Shabbat. Donc il a beaucoup fréquenté cette communauté, et il raconte qu'il s'est inspiré d'un comique qui s'appelle Myron Cohen pour l'accent, essayer de retrouver l'accent un peu yiddish dans son anglais. Donc il y a eu quand même un travail, alors après on va le juger plus ou moins convaincant, mais le travail a été fait de documentation et d'imprégnation. Parce qu'il y avait effectivement eu le concours du Rabbi de Lubavitch, concours logistique d'ailleurs, sur des lieux, sur des conseils, sur la liturgie, sur le rite, enfin tout ce qui permet d'ancrer le film dans une authenticité. Je sais aussi que le Rabbi de Lubavitch avait demandé à voir le film. Et s'il n'avait pas aimé, on le saurait. Donc il y a véritablement une compréhension du Rabbi de Lubavitch sur le fait que pour une fois qu'un film américain va être tourné sur le monde orthodoxe, autant que ce film soit le plus authentique possible, puisque ce film va circuler dans le monde entier, possiblement, et pendant longtemps. Et d'ailleurs, nous en parlons encore aujourd'hui, plus de 40 ans après la sortie. Et effectivement, le fait que la forte empathie de Jérémie Paul Kagan pour cet univers permet d'ancrer le film dans une vérité. Il y a un lien affectif très fort entre le metteur en scène et ce matériau. J'ai trouvé, je ne sais pas comment ont travaillé les acteurs, mais je trouvais que certains acteurs, ou alors c'est moi qui ai projeté sur eux ce que je connais des manières des juifs chassidiques, mais je trouvais que les acteurs reprenaient bien certains gestes que peuvent avoir les chassidim aujourd'hui, une certaine délicatesse dans les gestes, à la fois une brutalité dans les chants parfois, et en même temps une certaine délicatesse presque féminine, une façon de marcher aussi avec les mains dans le dos, et ça j'ai trouvé que c'était très bien
très bien vu. Je ne sais pas s'ils ont travaillé comme ça se fait maintenant avec des coachs issus du milieu chassidique ou s'il y avait encore des personnes d'une ancienne génération qui connaissaient bien ce monde-là. En tout cas, j'ai trouvé que ça fonctionnait, en tout cas chez un grand nombre d'acteurs et même de figurants. Having a good time? Danny, I am having a wonderful time. Good. The groom, he's not much older than us. He's the only one who doesn't look like he's having such a good time. You know how long they've been engaged? No. 6 years. 6 years? You mean they made up their mind 6 years ago? No, their marriage was arranged. It's a Hasidic custom. It doesn't sound very romantic. Maybe not, but it was. Il y a aussi un élément très important de dramatisation dans le film qui est que le personnage d'Annie Saunders est quelqu'un qui ne parle pas à son père. Ou plutôt son père ne lui parle pas. Enfin, je veux dire, plutôt c'est dans ce sens-là. Son père ne lui parle pas. Il y a une loi du silence qui s'effectue entre les deux. Alors moi, je ne connaissais pas cette coutume de la loi de l'éducation dans le silence. En revanche, je sais que un grand nombre de pères chez les chassidim estiment que, comme le disent les maximes des pères, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Hein. My son Daniel is picked you as a friend, but also I happen to know that your father is a famous scholar and he does scientific criticism of the sacred words. So I don't know. Maybe I should worry that the son of such a man should be the friend of my Daniel. But then again, Daniel should have a friend. I mean, myself, I have many responsibilities, so I'm too busy to talk to him. Well, let me tell you something. You listen. It is not easy to be a friend. You hear? Yes, sir. Okay. So, have a good week and come pray with us again. Good luck. Good luck. Mais moi, ça m'a fait penser à une autre figure du cinéma américain, qui est la figure de l'Indien. Parce que les Indiens semblent souvent avares de paroles. Chaque parole est un trésor, très signifiante, alors que les Blancs parlent beaucoup plus entre eux. Et là, on a de nouveau cette figure, une sorte de Mohicans, ça en plus ils sont très cinématographiques avec leurs costumes, etc., qui dans ce pays américain où on parle beaucoup, restent silencieux. Et du point de vue juif, c'est intéressant parce que tous ces jeunes juifs qui sont modernes tout en étant des, comme on les appelle aux États-Unis, des modern orthodox, c'est des gens qui deviennent rabbins, donc c'est des gens qui sont pratiquants. Ils ont une façon de parler américaine, ils ont une façon de bouger américaine. Alors que les jeunes chassidim, tels qu'ils sont représentés dans le film, et ça je pense que ça reprend une réalité, ont une autre façon de parler, une autre façon de bouger, une autre façon d'autres gestes pendant qu'ils parlent. Et effectivement, ça me fait penser moi, à ce contrepoint de l'Indien. Ophir Lévy, je voudrais vous demander aussi sur les options de mise en scène du film, parce qu'elles sont dictées en partie dictées par un budget sommaire, enfin je veux dire compliqué à gérer, et c'est un film qui se déroule en fait dans quelques intérieurs. Et comment en fait arrive-t-on à dramatiser aussi bien un film qui se déroule dans aussi peu de lieux? Alors déjà, on a affaire à un cinéaste qui fait appel à un chef opérateur qui s'appelle Hornitz, qui a travaillé avec Sidney Lumet, qui a travaillé avec Cassavetes, qui va réussir... Ce qui est intéressant, c'est le fils d'un des 10 d'Hollywood. Oui. Donc les fameux 10 qui ont été listés noirs par McCarthy. Tout ça pour retracer un petit peu la généalogie en fait, de cette équipe-là. En fait, elle est issue, on va dire, de la gauche américaine. Et elle se retrouve sur ce projet-là, qui est improbable, enfin, d'une certaine manière.
Et on pourrait à la limite, on pourrait presque condenser l'ensemble de la discussion qu'on a en ce moment avec cette première scène du match de baseball, qui, comme souvent une scène d'ouverture, a pour vocation à déployer on pourrait dire à exposer les thèmes qui vont être déployés par la suite dans le film. C'est d'ailleurs une scène qui, dans le roman, fait plus de 50 pages. C'est-à-dire qu'elle a une place très importante dans le roman. Dans le film, elle est un peu plus condensée. Et on voit arriver, alors que on va dire les traditionalistes s'entraînent, on voit arriver les orthodoxes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un plan sur le personnage donc, de Réhouven, où c'est le moment où la voix off, donc sa voix à lui, qui va être le narrateur du film, intervient. Donc on l'entend pour la première fois. Et c'est le moment où il voit pour la première fois Danny. Il ne le sait pas encore, ça va être d'abord son ennemi juré, puis son meilleur ami. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kagan fait à ce moment-là ce qu'on appelle un travelling compensé. C'est-à-dire qu'en même temps que la caméra recule, par un travelling arrière, on compense le mouvement arrière par un zoom avant. Ça a pour effet d'écraser la perspective. Le personnage de Réhouven garde la même proportion dans le cadre, comme s'il ne bougeait pas, mais derrière, la perspective s'écrase et petit à petit, elle s'aplatit. Et donc en fait, lui, il ne le sait pas encore, mais tout est en train de changer. Et on éprouve, on pourrait dire visuellement, que son monde est en train de basculer parce que cet ami, Danny, arrive. Il va bouleverser son regard sur les choses. Et là encore, tout se noue dans cette première séquence. Qui est un coup de foudre. C'est une sorte de coup de foudre. Un coup de foudre amical. Oui, tout à fait. C'est une sorte de coup de foudre, et même qui fait mal, puisque Réhouven va prendre en plein le visage, et ça va à la fois briser ses lunettes et blesser un de ses deux yeux. Donc il va avoir le regard blessé par la balle de baseball que lui envoie très fortement Danny, qui d'ailleurs lui avouera plus tard qu'il avait pour intention de le tuer. C'est-à-dire, c'est pas qu'il avait une intention de le tuer, mais en tout cas, il avait cette pulsion-là. Comme si c'était... Il lui dit pas, d'habitude, je ressens pas ça. C'est pas que je veux tuer, c'est qu'avec toi, j'ai eu envie de ça. Comme s'il y avait une élection. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est l'élu. Est-ce que l'élu, c'est Danny, ou est-ce que c'est l'autre qui est élu par cette espèce d'amitié un peu amoureuse, mais alors amoureuse évidemment pas avec un sous-texte sexuel, mais avec un sous-texte d'exclusivité affective et relationnelle. Et donc d'un côté, on a quelqu'un dont le regard est brisé et qui va devoir réapprendre à regarder. Et donc il y a des scènes chez l'opticien, il y a des scènes au cinéma. Et de l'autre, on a un personnage, donc Danny, l'orthodoxe, qui ne répond pas dans cette première scène quand Réhouven lui parle. Il lui dit, bah, dis donc, tu dis rien, t'es pas amical. Et précisément, ça va être sa problématique, la problématique du silence. Est-ce qu'on est capable de parler à l'autre? Est-ce qu'on est capable de s'exprimer? You always sit like that to the pitcher? You always this friendly? Et le film ne cesse d'entrecroiser le rapport au regard, le rapport au silence. Qui a la parole? Qui change de point de vue. Et ironiquement, la fin du film, on découvre que Danny va devenir psychologue, qu'il est complètement versé dans Freud, donc dans cette grande tradition de la cure par la parole, dans cette grande tradition aussi de l'écoute, refusant, on pourrait dire, les modèles comportementalistes qu'on veut lui apprendre à la fac où il étudie la psychologie, et donc se noue un nouveau rapport à la parole qui, on pourrait dire, culmine dans la scène émouvante entre le père et le fils, où pour la première fois, d'ailleurs filmé en très gros plan, comme s'il fallait lire sur les visages quelque chose qui, en plus, échapperait à ce qu'on essaye déjà de dire et imparfaitement et de manière pas totale. Le visage exprimerait un peu plus, c'est ce que disait Balázs, le théoricien hongrois du cinéma. Et donc ce rapport à la parole se noue dans ces gros plans, dans cette manière dont on va produire des mouvements qui induisent un autre regard sur ce qu'on... Et puis celui qui est élu, puisque l'élu, en fait, c'est lui, parce qu'en fait, il est choisi, en fait, il doit succéder à son père à la tête de sa communauté. En fait, cet élu, en fait, tourne le dos à cette élection, avec la bénédiction de son père, mais aussi parce qu'en fait, il choisit désormais. Il se met en position de choisir et non plus d'être choisi. Oui, alors après, en plus, l'élu, c'est évidemment Eloi, l'élu, c'est l'élu de Dieu, en fait, c'est pour ses capacités. Il y avait dans les villages souvent un jeune garçon dont on remarquait les qualités très tôt, les dons, et qui avait une mémoire. D'abord, son premier talent, c'était d'avoir une mémoire phénoménale et puis d'être capable de faire des liens entre des passages du Chumash et plus tard du Talmud.
Là, c'est évidemment Danny qui est l'élu. Il a une mémoire photographique extraordinaire. Et puis, il y a aussi un jeu d'élection entre les pères qui choisissent chacun, qui élisent un ami, chacun, pour leur fils. Et c'est un peu particulier parce qu'ils aiment leur fils, en même temps, ils choisissent un autre jeune homme. Et en même temps, et en choisissant cet ami, ils savent très bien que leur fils prendra une direction opposée à la leur. Ouais. Bah, c'est cette idée que finalement, c'est un peu comme, je ne sais plus, c'est Aragon, quand tu aimes, il faut partir, ou je ne sais plus c'est lui qui disait ça, mais il y a l'idée que finalement, dans l'amour, il y a une part de renoncement. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à laisser s'en aller celui qu'on aime, parce que l'aimer signifie qu'on pourrait dire son accomplissement et son épanouissement est plus grand que la fidélité que l'on suppose à ceux qui le précèdent, et donc que ça passe par là. Et donc en effet, peut-être c'est ce geste-là qui est un geste d'amour qu'accomplissent les deux pères. Merci beaucoup. Alors, donc l'élu est donc actuellement sur les écrans un petit peu partout en France et sortira également en DVD et en Blu-ray. À très bientôt pour une nouvelle émission de cinéma sur Academ. I suppose Danny Saunders and I would have never met had it not been for America's entry into World War II. You are weird. I am? You talk like you're from outer space. Thanks for the compliment. My family, they've been rabbis for the past 6 generations. It's like a dynasty. And I'm next in line. Now my sister Shane, though, her marriage contract was arranged when she was just a child. She's going to marry the son of another Rebbe. You know what you need, huh? I think you need a little healthy diversion. I think you gotta widen your horizons a little bit. I was glad when my father came home. It was a relief to get back to the world again. He was so possessed with the drive for a Jewish state that he threw himself into more work. We need supplies. We need action now. Daniel is my friend. He's your friend, he's my son, he's my most precious possession in the whole world. I mean, he takes my place afterwards. What are you gonna tell your father?